Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai, on a eu une nuit mouvementée en NBA, une soirée mouvementée qu'on avait commencé à commenter en live sur notre chaîne Twitch. On parlait notamment du renvoi d'Adrian Griffin. Ce matin, on connaîtrait, ce soir, on connaîtrait sans doute son successeur. Voilà, Ouais. Doc Rivers, les rumeurs Doc Rivers commencent à s'intensifier. CNN annonce même que Doc Rivers deviendrait le prochain coach des Milwaukee Bucks. Ça n'a pas encore été validé par Adrian Wojnarowski ou Shams Charania, ceux qui font presque office d'officialisation, Ouais. encore plus que les communiqués de franchise. Voilà, Doc Rivers aux Milwaukee Bucks, c'est pas officiel et j'ai presque moi pas envie d'y croire. J'ai presque envie de me dire que non, c'est pas encore complètement fait parce que je vais pas te mentir, Shai, j'aurais vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi les Bucks feraient sortir Doc Rivers de sa retraite prématurée. Enfin, il vient seulement de prendre du bon temps en tant que consultant. Il est excellent. Laissons-le dans ce rôle. Il fait des podcasts avec Bill Simmons. Avec Ben Simmons, c'est pas prêt de se faire, mais avec Bill Simmons, profitons. Pourquoi vouloir l'avoir en tant que coach? Ouais, c'est vrai que c'est un excellent consultant, Doc Rivers, mais tu vois, moi je pense que c'est fait depuis plus longtemps que ça. Le timing, on s'interrogeait sur le timing hier, mais avec les informations qui sortent, comme selon lesquelles il était conseiller d'Adrian Griffin, un conseiller informel pendant la saison, le fait que immédiatement après la news du renvoi, on ait appris que Doc Rivers était favori pour la succession, et là, ça, pour le coup, ça venait de Woj et de Shams. Je pense que ça fait quelques jours, voire quelques semaines qu'ils sont en discussion avec lui. Et si ça doit bien se conclure comme ça a l'air d'être le cas, c'est pas arrivé comme ça, genre, ah bah tiens, pourquoi on prendrait pas Doc Rivers? Je pense que ça vient peut-être même des joueurs eux-mêmes, ou en tout cas d'Yanis, qui a visiblement lui aussi un rôle très important dans la décision de faire partir Adrian Griffin seulement quelques mois après son arrivée. Les relations entre eux étaient froides, hein. C'est clairement, il y avait un manque d'atomes crochus, et moi je pense que si c'est bien Doc Rivers qui vient, c'est validé par les joueurs qui voulaient un coach plus expérimenté, plus tourné vers les joueurs. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Je peux me tromper, et si Doc n'est pas nommé coach, faudra analyser ça différemment, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser que c'est pas une décision abrupte comme ça, et c'est réfléchi depuis pas mal de temps quand même. Mais si c'est ça, j'ai l'impression que les joueurs, dans ce cas-là, tu vois, encore une fois, ils comprennent pas forcément certaines choses qui se passent dans leur propre ligue. Euh, Doc Rivers, il a eu, ça serait fou s'il a donc il vient à coacher les Bucks, il pourrait rajouter Lillard et Yanis à sa liste phénoménale de superstars qu'il a eu la chance de coacher. Alors oui, il y a ce titre en 2008 avec Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen. Ils font une finale encore 2 ans après, mais depuis, c'est une autre époque déjà. C'est une autre époque et c'est des leaders très particuliers qui ont mené cette équipe au titre. Il y a Rajon Rondo aussi, j'aurais pu le citer. Il a gagné qu'une fois avec eux. Il a eu Kawhi Leonard et Paul George. Il n'a jamais passé un second tour de playoff. Dès que Tyronn Lue est arrivé, les Clippers sont allés en finale de conférence. Ce qui se passe aujourd'hui avec les Clippers, la manière dont Tyronn Lue a su mobiliser Leonard et George, ou même Harden, comme jamais Doc Rivers a su le faire, ça devrait mettre la puce à l'oreille aux joueurs. Il a eu évidemment Blake Griffin, Chris Paul, jamais de second tour de playoff. Il a eu, donc après aux Sixers, il a eu Jimmy Butler, Ben Simmons, Joel Embiid, pas passé le second tour des playoffs. Alors, il avait pas. Ouais, Et alors, là, il a mais Butler, pardon. Butler, c'était Butler, avec ouais, Mike arrive Brown. après. My Mais bad. il a, Il a eu Ben Butler, Simmons. il a quand même eu une équipe très, Oui, très, pas Mike très forte. Brown. Je suis fatigué. Brett Brown. Il a eu Simmons. En tout cas, il a eu Simmons Oui. et Embiid. Et ensuite, il a eu Embiid et Harden. Pas passé le second tour. On voit dans quelles conditions ça s'est terminé. On voit aussi même entre guillemets, son rapport avec les stars. Donc, je capte pas, en fait, ce truc de se dire, nous, on veut Doc Rivers, de toute façon, ça marche bien, enfin, ça marche bien avec les stars. Que ça vienne du front office ou des joueurs eux-mêmes, je ne comprends pas. Et je me dis est-ce qu'il suit vraiment la NBA? Est-ce qu'il regarde à quel point Embiid est en train de s'éclater depuis que c'est Nick Nurse? Nick Nurse, que apparemment Yanis aurait pas voulu, aurait préféré prendre Griffin. Quelle erreur de casting. Je vois Embiid s'éclater, je vois Harden s'éclater avec d'autres coachs que Doc Rivers. Je me dis, mais on est sûr? Je vois Ben Simmons qui veut plus lui adresser la parole, à mon avis. Je vois Kawhi. Alors, Kawhi et Paul George, bien sûr, ils ne parlent pas, mais Paul George, il finira de toute façon par lâcher un jour dans son podcast quelque chose. Et Kawhi, bon, il sourit avec Tyronn Lue. Voilà, c'est un signe. Est-ce que tu l'as vu sourire avec Doc Rivers? Je ne suis pas sûr. Vraiment, je comprends pas ce choix.
Il a encore du crédit, il a encore des relations dans les front office et les différentes franchises. Encore une fois, si c'est bien le cas, on va attendre l'officialisation, mais ça me paraît tellement cousu de fil blanc vu la vitesse à laquelle c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu la news, donc Griffin limogé, deuxième tweet de Wojnarowski, le front office des Bucks cherche un coach expérimenté parmi une liste, donc il cite aucun autre coach, top favori, Doc Rivers, et derrière ça s'est enchaîné comme ça. Je suis d'accord aussi, je pense que alors, c'est pas pour dire que Doc Rivers n'est pas un bon coach, ça veut dire que c'est un mec qui connaît très bien le basket, il a une fibre où il est censé justement, on en parlait dans la Lead Session hier, si vous étiez avec nous, il a cette maîtrise un peu des ressorts émotionnels, tout ça. C'est quelqu'un d'intéressant, mais en 2024, c'est plus un coach d'élite en NBA. Et c'est là où c'est un peu décevant, c'est que les Bucks font machine arrière. Ils avaient pris un coach, alors débutant en tant que head coach, c'est son premier vrai poste de head coach en NBA. Après avoir eu un coach qui était très fort avec Budenholzer, mais c'était pas une star de la discipline. Il s'est devenu une star de la discipline, hein, de son métier, mais c'était un profil un peu particulier. Et là, ils reprennent un gros nom, ils reviennent en arrière. Ça aurait été presque plus intéressant, comme tu disais, d'avoir un profil un peu différent. Écoute, on va voir si ça se fait, et je suis curieux de voir ce que ça va donner, si Giannis sera content de son choix, ou en tout cas de la pression qu'il a clairement mise au front office pour changer de coach, et peut-être pour choisir Doc Rivers. Il dit aussi que Lillard était en difficulté avec Griffin, hein, notamment les schémas offensifs, il avait du mal. Donc il a peut-être aussi donné son point de vue, mais ouais, je suis curieux de voir quand ce sera officialisé, comment tout ça va se gérer chez les Bucks. Moi, ce qui me gonfle avec cette histoire, en fait, c'est que les Bucks, ils ont pas besoin d'un players coach. Les équipes candidates au titre, elles ont pas besoin d'un mec qui est juste là pour faire plaisir aux superstars, parce que leur talent de superstar est déjà en place. Ça, c'est pas mal si tu as une équipe moyenne et que tu veux. Et c'est pour ça que souvent, Doc Rivers, on l'a vu plus à l'aise avec des effectifs comme ça. C'est que ta capacité à transcender certains mecs font que ton équipe dépasse un peu son potentiel. Là, les Bucks, ils ont besoin d'un gars qui va savoir trouver les meilleurs schémas. Doc Rivers, c'est pas un très bon coach pour s'ajuster. En playoff, première série où Milwaukee a un truc qui marche bien, bah, l'équipe adverse, tu vois, elle va s'ajuster. Il y a des coachs en face qui savent s'ajuster. Et là, quelle sera la réponse? Surtout avec cet effectif qui est pas parfait, il y a besoin de. Ouais, il y a vraiment il y a besoin de tactiquement trouver des choses. Regarde les équipes qui gagnent. Steve Kerr, Michael Malone, Eric Spoelstra. Le seul titre qu'ont gagné les Bucks, c'est Budenholzer. C'est des mecs qui sont des tacticiens. Premier nom qui me sont venus en tête. Même Joe Mazzulla, par exemple, je pense, est plus un tacticien qu'un players coach. Je sais qu'il est critiqué, je ne suis pas convaincu à 100%. Je me dis qu'il y avait moyen, quand même, enfin, il y a moyen, parce que du coup, c'est pas officialisé, d'attendre un peu et d'essayer d'aller choper un top assistant quelque part. Ouais, parce qu'en cours de saison, c'est le timing qui est étonnant, parce qu'en cours de saison, après, la liste des coachs disponibles, elle n'est pas la même que pendant l'intersaison, où les mecs sont soit sur la fin de certains projets, soit ont plus envie de se relancer à ce moment-là, parce qu'ils ont peut-être un peu plus la main sur l'effectif. Là, est-ce qu'il n'y avait pas que Doc Rivers, que Mark Jackson, mais qui est tricard comme personne? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est que ces mecs-là comme libre? Ouais, comme libre, ouais. Comme libre, mais en tant qu'assistant, on a déjà vu Chris Finch, le coach des Timberwolves, il est arrivé il était assistant dans une autre équipe. Ça se fait souvent. Ça se fait. Et souvent, et bon, il faut des contreparties, effectivement, parfois, il faut donner une contrepartie à la franchise, mais les coachs sont ultra solidaires les uns envers les autres et généralement comprennent pourquoi l'un de leurs assistants veut, surtout pour un job aussi intéressant. Alors oui, tu vas pas aller chercher l'assistant, tu vas pas aller chercher Sam Cassell aux Celtics. Ouais, ils vont pas te donner Sam Cassell, ça c'est sûr. Mais tu peux aller chercher sur l'autre côte, tu vois, des équipes qui sont peut-être pas complètement candidates au titre. Kenny Atkinson, aujourd'hui, les Warriors sont en perdition. Tu vas me dire que Steve Kerr, il va pas libérer Kenny Atkinson? Moi, je pense qu'il va le libérer si jamais les Bucks vraiment ils viennent taper à la porte et que Kenny Atkinson il est intéressé. Donc j'espère encore que c'est ce qui va se passer. Mais bon, ça a l'air d'être fait quand même pour Doc Rivers. On verra. De toute façon, bien sûr qu'ils vont gagner des matchs. Il y a Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. De toute façon, c'est toujours le même truc avec Rivers, avec Doc Rivers. Quand tu as des équipes aussi fortes, bien sûr que tu vas gagner des matchs. La question, c'est est-ce que tu vas réussir à leur faire passer un cap en plus de tout le talent de tes mecs à disposition qui font que ton équipe gagne? Est-ce que toi aussi, tu vas apporter ta petite pierre pour faire passer ce cap pour aller jusqu'au titre? On verra bien s'il nous donne tort, mais moi, c'est pas le choix qui m'inspire le plus, honnêtement.
Ouais, moi ce que je vais regretter, c'est que je l'aime bien en tant que consultant ou en tant qu'invité de podcast parce que en dehors du côté bon, rien n'était de ma faute et tout, il est quand même sans filtre et il est très divertissant comme consultant et comme invité de podcast. Là, il va reperdre un peu ce côté-là et il va reperdre sa voix aussi d'ailleurs hein, parce qu'il va se remettre Ouais. à gueuler sur le côté. Mais bon. J'aime bien le gars hein, d'ailleurs. Le gars est Oui. marrant. Le gars est marrant. C'est juste, enfin, je sais pas. Ouais, bah, écoute, on verra. Yes, on a fait long, mais de toute façon, les matchs n'étaient pas super intéressants. Je te propose qu'on parle aussi brièvement du trade qui a eu lieu hier avant qu'on se penche sur les matchs. Ouais, Donc, il y a Terry Rozier qui se retrouve envoyé à Miami en l'échange du contrat expirant de Kyle Lowry et d'un premier tour de draft 2027 qui est protégé. Miami qui cède donc un de ses assets, un de ses rares assets. Ils n'ont pas beaucoup de tours de draft. Ils doivent leur rester peut-être des swaps et je ne suis pas sûr. Et un tour de draft du coup à échanger pour Terry Rozier qui fait une super première moitié de saison pour le coup avec Charlotte. Je ouais, vais trouver ses stats il exactes. score beaucoup, il était à Ouais, 23 points, je crois. Mais ouais bon, c'est ça. Il me semble que c'est ça. c'est 23 points à Charlotte, quoi. Moi, c'est ma seule Mais inquiétude sur le truc, parce que pareil, on en parlait hier, mais sur le fond, comme ça, là, c'est de prime abord, c'est un super move. Je veux dire, tu renforces ton effectif. Tu perds Kyle Lowry, qui était clairement en bout de course, en tout cas, sur tout ce qui est attaque. C'est pas le même impact. Et ils avaient besoin d'un mec qui score. Et Terry Rozier, c'est voilà, ce qu'il faisait, je veux dire, ce qu'il faisait à Boston, on s'en souvient. Et la difficulté, ça va être de se remettre dans un contexte d'équipe compétitive. C'est toujours. C'est pas le même basket que tu joues à Hornets que quand tu joues à Miami, à Boston. Les exigences sont différentes et c'est difficile de tourner à 23 points à Miami. Enfin, par contre, il va vraiment apporter quelque chose et je pense que c'était le move à faire. C'est peut-être peut-être le meilleur move qu'il pouvait faire parce que le gars me semble adaptable à Miami. Il apporte des choses dont ils ont besoin. Donc c'est ça là-dessus. Après, il faut voir de quelle manière ils seront sur le terrain. C'est-à-dire, au début, je m'étais dit, ah bah Rozier, c'est le profil parfait pour être sixième homme, mais a priori, ils peuvent peut-être même mettre à la fois Rozier en meneur, Tyler Hero à l'arrière, Butler, Jaquies et Adebayo. Ça peut être une idée de line-up. Mais en tous les clairement. cas, ça leur offre des options et on sait que tu parlais des coachs adaptables, des coachs qui savent bouger, faire changer les lignes dans leur effectif. Spoelstra va, je pense, très très bien tirer le meilleur parti de Terry Rozier. Ouais, je pense aussi que c'est un bon move. Je pense que c'est un peu un aveu de il n'y a pas vraiment de meilleur move à faire pour nous sur le marché parce que tu te Ouais. sépares d'un pic, donc par définition, c'est toujours un atout de moins si jamais tu visais les grosses stars qui seraient éventuellement disponibles. Je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, mais il va renforcer l'équipe de Miami en vue de cette saison. Après, il est encore sous contrat, mais ils pourront toujours décider de transférer soit Terry Rozier, soit Tyler Hero s'ils ont une super offre à un moment pendant l'été pour une star. Bon, de toute façon, ils ont réussi à se débarrasser du contrat de Kyle Lowry. Kyle Lowry qui sera. Alors pour l'instant, les Hornets insistent qu'ils ne le couperont pas parce qu'ils ont effectivement espoir de le transférer, mais je ne vois pas pourquoi une équipe candidate au titre, elle irait. Il a 29 millions de salaire, donc ça veut dire que tu envoies toi aussi un gros joueur a priori pour récupérer Lowry, ça n'a pas de sens. Donc on peut s'attendre à ce qu'il soit coupé et qu'il signe dans une grosse équipe, Ouais. ou peut-être qu'il pourra apporter quelque chose d'ailleurs. Il va avoir 38 ans en plus. Enfin, il est quand même sur la fin. Les derniers mois ont été compliqués pour lui. Ouais, moi, dans les équipes, je pensais aux Lakers et aux Sixers, bêtement. Les Lakers qui vont chercher peut-être un peu de ce profil-là, un peu d'expérience à la main en backup. Et les Sixers, parce que tu sais que j'aime bien quand les mecs qui rentrent chez eux. Et lui, pour le coup, il tient vraiment Il à. va vraiment rentrer chez lui à chaque intersaison dans la plupart de ses franchises, vu que ça a toujours été un leader de vestiaire, Kyle Lowry. Et il y a toujours ces histoires où il invitait à chaque été toute l'équipe dans la maison de sa mère à Philadelphie. C'est un gars qui a été à Villanova, donc bon, voilà, ce serait pour. Et puis, je veux dire, il serait pas inutile d'apporter un peu d'expérience à ce groupe-là, ce serait pas inutile en plus. Je pense que ce serait une vraie bonne pioche pour les Sixers, pas tant pour ce qu'il ferait sur le terrain. En plus, il connaît bien Nick Nurse, hein, c'est presque tracé le truc. Mais j'ai l'impression qu'à Philly, il faut un mec capable de recadrer cette équipe dans le vestiaire quand il y a de l'adversité. Je pense qu'Embiid est la superstar que tu suis. Il est forcément aussi d'une certaine manière un leader de vestiaire, mais une vraie voix forte, ça serait parfait pour Philly, je pense. Et avec ce qui se passe à Milwaukee, une voix forte qui arriverait à Philly,
l'upset, je suis capable de le voir venir. Milwaukee qui mène 3-1 contre un des deux gros. Et voilà, pour la légende de Doc Rivers, rajouter une 4e série là, ce serait magnifique. Ouais, je suis mauvaise langue un peu, mais. On note le pronostic. Allez, on peut passer en speed sur les matchs du Ouais. coup. Il y avait 5 matchs au programme, Mhm. dont 2 derbies. Les Clippers ont gagné la bataille de Los Angeles en battant les Lakers. Il n'y avait pas de LeBron James en face, hein, donc forcément ça tronque un peu la donne. 25 points, 11 rebonds, 10 passes. Je crois que c'est son 3e triple-double à Kawhi Leonard en carrière. Moi, j'avais noté 2, je crois que c'est son 2e Ouais, seulement. donc 2e triple-double de Kawhi Leonard en carrière. 23 points, 10 passes de James Harden. Voilà, bon, les Clippers ont été devant quasiment tout du long. Ils ont résisté à la tentative de comeback des Lakers sur la fin. C'est ça, que Kawhi a piloté le navire dans le 4e quart-temps et pour permettre aux Clippers de gagner. Je crois qu'ils avaient perdu les derniers derbies en plus cette saison, donc c'est pas mal pour eux. Et par contre, pour les Lakers, les Lakers pouvaient se détacher un peu à la 9e place. Et cette défaite les empêche de profiter de la défaite de Utah, dont on parlera après, je pense. Ouais, bah, on peut y venir. Là, le Jazz qui a perdu contre les Pelicans 153-124, record de franchise. Pour New Orleans, personne n'était venu défendre, en tout cas surtout pas le Jazz. De toute façon, le Jazz, c'est pas le point fort cette saison. Lauri Markkanen, que j'ai annoncé hier dans mes All-Stars, il a fait 4 sur 15. 11 points à 4 sur 15. 33 points de CJ McCollum. Tout le 5 majeur a marqué 17 points ou plus. Il y a 11 passes de Zion. Record personnel. Ouais. Mais ça fait plusieurs matchs où il lâche quelques passes, quoi. Il y en avait eu un à 9. C'est bon à noter. Voilà, on a été un peu critique avec Zion ces derniers temps. Son playmaking, en fait, il a vraiment un triple-double dans les jambes, lui. Enfin, pas de moyenne, évidemment, mais il serait capable de lâcher un triple-double peut-être tous les 5-6 matchs, quoi. Je pense aussi, ouais. Quand il y a de l'adresse autour de lui. Mais ouais, bon, là, super victoire des Pelicans. On notera que le Jazz commence à rentrer dans le rang. Alors, je me souviens plus à quel moment l'année dernière ils ont commencé à lâcher, mais je serais pas étonné en regardant que ce soit à peu près la même période. Il y a moyen que même. Enfin, en fait, je les vois même pas finir dans le play-in. Ce qu'on disait déjà l'autre fois quand ils remontaient de toute manière. Et voilà, si les Warriors ou les Rockets laissent pas filer trop de matchs, ils devraient quand même repasser devant Utah, qui est une formidable équipe à marquer des points, mais ça manque quand même un peu de talent et puis ça défend pas des fois. Victoire des Knicks contre les Nets, c'était l'autre derby de la soirée, le derby de New York. Pas de surprise, là aussi la hiérarchie a été respectée. 30 points de Julius Randle, qui a sorti un match de All-Star, lui pour le coup. 30 points, 9 rebonds, 7 passes, il a été très bon. 30 points de Jalen Brunson. Et voilà, victoire des Knicks qui ont fait. Joli comeback d'ailleurs, ils s'étaient menés au début du 4e quart-temps. Ouais, 9 points de retard au début du 4e. Et Brunson surtout, Brunson et Randle, et Brunson toujours un peu plus que les autres, qui est le patron de l'équipe, on le dit à chaque match. Ils ont fait un très gros 4e quart-temps, 32-18. Contre les Nets. Yes, victoire des Nuggets contre les Pacers, 114-109. On a vu le meilleur duo de la ligue en action, 31 points pour Nikola Jokic, 31 points pour Jamal Murray. Jokic, il ajoute d'ailleurs 13 rebonds, 10 passes. Voilà, eux deux, ils ont maintenu les Pacers à distance. Il n'y a toujours pas Haliburton en face. Ça prend moins de points quand il n'y a pas Haliburton, mais ça en marque moins aussi. Siakam qui continue de s'adapter, il a fini à 16 points, 10 rebonds, 4 passes. Ouais, bon, Jokic a régné sur ce match. 31 points, 13 rebonds, 10 passes. Et il met un panier très important à 3 points à la fin pour leur permettre de se détacher. Et il a même réussi. Il a incité 2 fois Michael Malone à prendre des challenges, à contester des décisions arbitrales, notamment une juste au début du Money Time. Et à chaque fois, il avait vu juste. Et les Nuggets ont remporté le call. Donc voilà, une soirée parfaite pour Jokic qui ne perd qu'un ballon. 31 points, 13 rebonds, 10 passes. C'est fort. Ouais. Et les derniers matchs de la soirée, c'est la victoire du Thunder contre les Trailblazers. Alors, il y a un recours posé par Portland, tu vas nous expliquer. Donc, voilà. Le Thunder qui a gagné sur un panier décisif de Jalen Williams à 2 secondes de la fin. Il y a eu 33 points, 10 passes, 5 interceptions de chez Gilgeous-Alexander. Voilà, les Blazers ont déposé donc un recours, comme je disais, notamment à une situation qui s'est passée à 15 secondes à peu près de la fin. Ouais, je sais pas s'il y a la moindre chance. Alors, je sais pas ce qu'ils attendent du recours d'ailleurs, parce que aucune chance. Oui, non, mais après c'est injuste parce que bon, enfin, ce qui leur est arrivé est malheureux parce que ils étaient devant au score. Jalen Williams met un premier panier d'ailleurs qui permet à OKC de revenir à un point. Sur la possession suivante, Chauncey Billups essaie de poser temps mort. Alors je sais pas pourquoi. Enfin, il s'est pas fait entendre ni comprendre, donc il s'agite sur le côté pour demander un temps mort avec Brogdon qui a le ballon.
et les arbitres le voient pas, et du coup il s'excite et il prend une faute technique, puis une deuxième faute technique, et il se fait expulser. Et du coup il y a un lancer dans la foulée qui est converti par Shai Gilgeous-Alexander. Et derrière, il y a ce panier de Jalen Williams qui plie l'affaire. Donc, ils n'ont pas osé réclamation. Je ne sais pas du tout ce qu'ils attendent. Peut-être qu'il y aura pas. Je ne sais pas s'il y a des amendes encore pour les fautes techniques et tout ça, mais peut-être qu'ils espèrent que Billups ne prenne pas d'amende. Mais j'imagine pas la NBA dire: ah oui, c'est vrai, pardon, bah on va rejouer la fin de match. Revenez pour 15 secondes, et puis voilà, ça va le faire. Mais situation malheureuse, mais tu peux pas faire grand-chose. Et on ne sait même pas si le temps mort aurait permis à Portland de. Après, le truc, c'est qu'il siffle aussi une reprise de dribble sur Malcolm Brogdon, donc ils perdent même le ballon sur cette affaire. Et la faute technique avec le lancer qui est quand même pas anodin non plus. Ouais. Oui, bon, à voir. Après, c'est vrai que la NBA a déjà fait ça fait revenir des mecs pour 15, 20, 30. Je me souviens d'un Hawks hit pour une poignée de secondes. On verra, mais bon, je pense pas que ça va aboutir. Puis bon, les Trailblazers, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une victoire de plus? Sinon, juste à souligner, Dominaton. Donc hier, Ayton, il nous a quand même lâché la quote du jour avant le match. Ça qui est beau. Avant le match, il dit: je suis un max player, je serai toujours un max player. Et attention, 5 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 ballons perdus. 27 minutes. Voilà, ça se passe de commentaires. Et il joue avec une nonchalance. Tu sais, quand il y a eu ce trade, on espérait que voilà, qu'il y ait un réveil en mode: attendez, j'ai pas été respecté, je voulais pas être la 4e option aux Suns, je vais venir, je vais jouer dur. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Booker quand il a sorti un bon match contre les Suns, et Booker a dit: mon défi, c'est qu'il joue toujours dur. Mais là, même quand il pose des écrans, alors qu'il a un corps, c'est une armoire à glace. S'il pose un écran, tu peux perdre tu perds un foie, et tu perds ton foie, un rein. Et maintenant, il est soft, quoi. On peut même faire référence au fait qu'il ait été bloqué par la glace. J'exagère même. Ça, je peux comprendre en tant qu'habitué. Armoire à glace ou non, si tu es bloqué par la neige, tu connais, toi, Munich, forcément. Non, mais oui, la décla, elle montre aussi qu'il est. Tu sais, même juste le qualificatif max player, je pense qu'il a signé son contrat, il est bien content, et derrière, il n'a pas, pour l'instant en tout cas, l'envie de se faire mal pour justifier le statut que lui octroie ce contrat. Donc, c'est une énigme. DeAndre Ayton, il y a un moment où dans sa carrière, la saison des finales, on se disait quand même, il est fort, c'est une solution contre des mecs comme Jokic, parce qu'il a le physique et il a les qualités pour. Il est fort, il a du talent, mais il lui manque un peu le feu intérieur, quoi. Aujourd'hui, décidément, j'avais envie de flinguer. Je dois être fatigué. Tu sais, c'est pas fait pendant le late. Doc Rivers domine. Tu sais que les gens aiment bien quand tu passes en mode Dark Pimel. Ouais, après, bon, c'est sans doute plus nuancé, mais Ayton, je suis déçu. Après, je regarde de moins en moins Portland. J'ai du mal, mais bon, voilà, on verra bien ce que ça donne leur recours. D'ailleurs, sur l'arbitrage, juste pour Timberwolves Hornets, 10 coups de sifflet, enfin 10 erreurs d'arbitrage dans les 2 dernières minutes. Il faut qu'ils arrêtent de faire ce rapport. C'est terrible. Les Timberwolves, ils vont te le ressortir à toutes les sauces ou les Hornets, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Mais tu veux dire que pendant l'intersaison, Kat va nous dire: on était à 10 coups de sifflet près de gagner le titre, du coup je me suis enfermé dans ma chambre et j'y ai repensé. C'est toi qui attaques maintenant. On est d'humeur offensive. C'est ça. Les mercredis matins après la late session, c'est toujours voilà. Bon, du coup, écoute, on va se laisser là avant qu'on s'en prenne, je sais pas, quelqu'un d'autre au hasard, LeBron James ou Andrew Wiggins. Mais n'hésitez pas à nous retrouver demain pour un nouveau CQFR. On essaiera d'être plus nuancé et un peu plus raisonnable dans nos analyses sur certaines personnes. Et pas de rendez-vous aujourd'hui sur la chaîne, mais vous pouvez toujours retrouver le podcast de lundi qui, je pense, est toujours d'actualité. De toute façon, c'est intemporel, c'est le top 25, enfin presque intemporel. C'est le top 25, notre top 15 des joueurs U25, ceux qu'on drafterait en premier sous forme de draft. Donc, allez écouter ou regarder ça si vous voulez voir nos têtes, pourquoi pas. Libre à vous. Et écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Je vais m'arrêter là avant que je dise des bêtises en plus. Ça peut partir à tout moment là. Donc écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée, à demain.